Cette mer d'un bleu profond, c'est l'Adriatique, un bras de la Méditerranée qui sur plus de 800 km baigne les rivages de la Croatie. Des premières heures de l'Antiquité jusqu'à son indépendance retrouvée en 1991, la Croatie a subi l'influence de nombreuses civilisations. Mais ce qui va forger son histoire, c'est avant tout sa position stratégique le long des routes maritimes reliant l'Orient à l'Occident. Pendant plus de 5 siècles, de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début du XXe siècle, 3 grandes puissances s'affrontent pour imposer leur domination sur la région. À l'ouest, la République de Venise qui veut s'assurer le contrôle des routes commerciales vers l'Orient. À l'est, depuis Istanbul, leur capitale, les Ottomans qui occupent une grande partie de l'Europe. Plus tard, depuis Vienne au nord, l'Empire austro-hongrois qui contrôlera la région jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Aborder par la mer les cités maritimes où s'est forgée cette histoire est sans aucun doute la plus belle façon de découvrir et de comprendre les rivages de la Croatie. Un pont entre l'Orient et l'Occident. Douceur du climat, végétation luxuriante, villas somptueuses, Opatija, c'est la perle de la Riviera croate. À l'image de tout le pays, la région d'Opatija a subi de nombreuses influences. Mais c'est au XIXe siècle, sous l'Empire austro-hongrois, que la ville connaît la notoriété. Le développement du réseau routier et surtout l'ouverture en 1873 de la liaison ferroviaire avec Vienne font rapidement d'Opatija le lieu de villégiature pour les têtes couronnées, les artistes et les hommes d'affaires. Le tourisme en Croatie, et pas seulement dans cette région, débute véritablement à Opatija en 1881. Derrière moi, vous pouvez apercevoir une villa datant de cette époque. Cette villa porte le nom d'Anđelina. On peut en conclure que c'est à partir de 1881, avec la construction de cette villa, sous le règne de François-Joseph, empereur d'Autriche, et surtout l'année suivante, avec la construction de l'hôtel Kvarner, que s'instaure ici, à Opatija, une tradition touristique. De nombreuses célébrités séjournaient ici, en écho à la venue de François-Joseph et de son entourage. De nombreuses personnalités à la suite de l'empereur François-Joseph sont venues à Opatija. Mais l'une des plus intéressantes, c'est sans nul doute Tchekhov. Certaines personnalités préféraient garder l'anonymat. Ils venaient ici en secret. C'est ainsi qu'Opatija est devenue la ville la plus en vue de toute la région et le lieu de prédilection pour les rendez-vous galants. C'est sans doute un peu pour cela que l'on a construit toutes ces propriétés. L'extrême nord du littoral croate est occupé par l'Istrie. Située à la pointe de la péninsule, Pula est l'une des plus anciennes cités de la côte adriatique. Choix imposé par la topographie ou simple coïncidence, c'est à Pula, fondée selon la légende par Jason et les Argonautes, que les amiraux austro-hongrois décident en 1848 de bâtir leur arsenal. En quelques années, Pula devient le principal port de guerre austro-hongrois. Kada je 1850. carski dvor austrijski odlučio da u Puli izgradi Lorsque vers 1850,
La cour d'Autriche choisit de faire de Pula une base navale militaire, la ville n'était qu'un petit port de pêche, limité par cette petite forteresse où nous nous trouvons. Les zones choisies pour installer l'arsenal se situaient là-bas, sur la petite île de Uljanić. C'est là que se trouvaient déjà, à cette époque, les chantiers navals. Une fois la construction de l'arsenal achevée, il ne se passait pas un jour sans que l'on lance de nouveaux bateaux depuis les cales sèches. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, l'Autriche possédait une marine très en avance sur son temps, qui faisait d'elle la 8e puissance maritime mondiale de l'époque. À cette époque, les gens qui vivaient ici avaient le sentiment de vivre dans un pays puissant, organisé et avec des lois. On trouvait ici les premiers cinémas, les premiers tramways. Il y avait des activités culturelles. On a construit le foyer des marins, le Marine Casino, c'est-à-dire le club des officiers, un théâtre, une salle de spectacle. Toutes les nationalités qui vivaient à cette époque à Pula avaient les mêmes droits. En vérité, le port de Pula est actif dès l'époque romaine. Temples, arcs de triomphe, la ville est riche de nombreux monuments qui auraient, dit-on, inspiré les artistes de la Renaissance italienne comme Palladio. De façon plus pragmatique, les urbanistes en charge de l'aménagement de la ville vous diront que la cité romaine est partout, à moins d'1 mètre sous le bitume, et qu'à chaque fois que s'engage un nouveau chantier, elle réapparaît comme par miracle. Le site où a été fondée la colonie romaine de Pula était déjà habité depuis le XIe siècle avant Jésus-Christ. Il y a de nombreuses traces datant de cette époque. Certaines remontent même à 3000 ans avant Jésus-Christ. Mais ce n'est qu'avec l'arrivée des Romains que la ville prend naissance véritablement. Avant les Romains, cette région était celle de la tribu des Istriens. Ce sont eux qui lui ont donné son nom. En 177, les Romains chassent les Istriens et fondent la colonie de Pula en 44 avant notre ère. L'amphithéâtre nous permet d'avoir une idée de la taille de la ville à l'époque romaine. Il était tellement grand qu'on a dû le construire en dehors de la ville. Pula ne comptait à l'époque que 5000 habitants, alors que le théâtre pouvait contenir 23 000 spectateurs. C'était cependant la plus importante ville d'Istrie. Les gens venaient de toute la région pour assister aux combats de gladiateurs. Pula s'est naturellement développée depuis l'Antiquité. Mais si l'on regarde la vieille ville d'aujourd'hui, elle occupe exactement l'emplacement de la ville romaine d'autrefois. À partir du IVe siècle de notre ère, l'Empire romain connaît de nombreuses difficultés. En 395, à la mort de l'empereur Théodose, ses fils partagent l'Empire en deux. L'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient, bientôt byzantin avec Constantinople comme capitale. Face aux attaques incessantes des peuples barbares, l'Empire d'Occident s'effondre. Pendant quelques décennies, à partir de 539, l'Empire byzantin rétablit son autorité sur l'Istrie, apportant, comme dans les mosaïques de la basilique de Poreč, un art où s'entremêlent l'influence de l'Antiquité romaine et le raffinement oriental.
Rijeka, premier port croate, est le point de départ des navires de croisière et des ferries desservant les villes du sud du pays. À quelques dizaines de mètres à peine du port, le Korzo, rue piétonne, traverse le cœur de la ville. L'allure des promeneurs, autant que l'atmosphère de l'endroit, indique si besoin était que la Croatie s'est mise à l'heure de l'Occident. Seule la tour de l'horloge, ornée de l'aigle bicéphale, nous rappelle que jusqu'en 1918, la ville fut sous la domination de la double monarchie austro-hongroise. Notre voyage le long des rivages de la Croatie est maintenant engagé. Durant la nuit, quittant Rijeka, notre bateau a mis le cap au sud en direction de Zadar, notre première escale. Protégé du vent et des tempêtes par de nombreuses îles, un avantage majeur à l'époque de la marine à voile, Zadar occupe pendant des siècles une position stratégique sur la côte de l'Adriatique. Presque entièrement détruite au cours de la Seconde Guerre mondiale, cible des attaques de l'armée yougoslave durant la guerre d'indépendance entre 1991 et 1995, Zadar s'est relevé une fois encore. De son occupation durant l'Antiquité romaine, Zadar a conservé quelques vestiges. Les dimensions du forum datant du 1er siècle avant Jésus-Christ témoignent de l'importance de la ville à l'époque où elle était colonie impériale. Élevée sur l'esplanade du forum, l'église Saint-Donat est un monument d'exception. Construite au IXe siècle, c'est un chef-d'œuvre de l'architecture pré-romane, proche des édifices carolingiens. Simplicité des formes, dépouillement de la décoration, on dit que l'évêque Donat fit construire cette église sur le modèle de la chapelle palatine de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Du XIe siècle qui marque la fin de la présence byzantine jusqu'au XVe siècle et le début de la domination vénitienne, Zadar connaît un Moyen-Âge tumultueux, occupé tour à tour par les Francs, les Croisés et les rois croates. Témoin de cette époque tourmentée, mais néanmoins créatrice, la magnifique cathédrale romane Sainte-Anastasie. Zadar entre les mains de Venise, c'est de l'Orient que vient désormais le danger. Dès 1500, les Ottomans font des incursions à partir de la Bosnie. Enlèvent les habitants, volent du bétail, brûlent les villages. Une pratique courante pour toutes les armées du Moyen-Âge. Devant la poussée ottomane, Venise entreprend donc de renforcer les anciennes fortifications de la ville.
En 1570, les Turcs occupent tout l'arrière-pays et arrivent devant Zadar. Un compromis est alors signé, laissant à Venise le contrôle d'une bande de terre large de 7 km autour de la ville. L'essentiel est sauvegardé. Venise peut poursuivre son commerce sur l'Adriatique, mais cette situation provoque la colère des Uskoks. Les Uskoks, dont le nom signifie fugitif, sont des paysans catholiques. Au fur et à mesure de l'avancée ottomane, ils reculent pour se mettre sous la protection de Venise. Privés de leurs terres, ces paysans deviennent de redoutables pirates. Au début, ils ne s'attaquent qu'aux seuls bateaux ottomans. Les Uskoks se battaient pour libérer les terres occupées par les Turcs. Ils volaient et pillaient sur tout ce territoire. Finalement, ils se sont intégrés à l'armée vénitienne et combattaient dans ses rangs. Mais lorsque les Vénitiens passèrent un accord commercial avec les Turcs, les Uskoks se révoltèrent contre les Vénitiens. Ils devinrent pirates et s'attaquèrent autant à la flotte ottomane qu'à la marine de commerce vénitienne. Ils se battaient avant tout pour retrouver leurs biens et leurs maisons brûlées, pour reconquérir les terres qui leur avaient été confisquées. En fait, ils se battaient simplement pour survivre, car ils étaient si nombreux sur cette bande de terre large de 7 km que le pillage était pour eux leur seul moyen de survie. Lorsque la menace turque commence à s'éloigner, les Uskoks veulent retourner dans l'arrière-pays. Mais Vénitiens et Autrichiens refusent. C'est qu'au fil des ans, les pirates se sont organisés et représentent désormais une véritable force. Les deux grandes puissances de l'Adriatique se mettent alors d'accord pour liquider leur ancien allié. Pendus, décapités, déportés, les Uskoks sortent de l'histoire aussi rapidement et mystérieusement qu'ils y étaient entrés. Au matin, alors que le soleil vient à peine de s'élever au-dessus de l'horizon, nous poursuivons notre voyage vers le sud en direction de Split. L'Adriatique est aussi calme qu'un lac. En vérité, le commandant a engagé son bateau dans une sorte de chenal formé par des îles et le continent. La ville se dessine bientôt à l'avant du bateau. Ferry, cargo, voiliers, le trafic est dense. C'est donc au ralenti que nous pénétrons dans le port de Split.
La vieille ville que domine le clocher de la cathédrale défile lentement sous nos yeux. Split est une ville unique, mystérieuse, insaisissable, surprenante. Une ville médiévale qui, au fil des siècles, s'est développée à l'intérieur d'un ancien palais romain, le palais de l'empereur Dioclétien, jusqu'à en occuper le plus petit espace. Même les épaisses murailles n'échappent pas à la règle. Pour imaginer à quoi ressemblait ce palais au IIIe siècle après Jésus-Christ, suivons notre guide à l'intérieur de ce gigantesque labyrinthe de pierre. Nous nous trouvons dans les caves du palais de Dioclétien. Le mot cave est peut-être impropre, car il s'agit en réalité d'une construction destinée à soutenir la partie supérieure du palais, où se situait la résidence de l'empereur. Le palais, construit sur un terrain légèrement en pente, possédait à l'origine un accès direct à la mer. C'était une sorte de château fort rectangulaire d'une superficie de 30 000 mètres carrés. Ces salles avaient en réalité plusieurs fonctions. La première était donc de soutenir la partie supérieure. La seconde était de servir de garde-manger pour toutes les personnes vivant au palais, c'est-à-dire l'empereur, sa famille, les invités, mais aussi les soldats et les esclaves. Enfin, ces salles servaient d'abri pour les embarcations, étant donné que le palais donnait à cette époque directement sur la mer. De retour à l'air libre, on retrouve avec ravissement cet enchevêtrement de style et d'époque. Le péristyle, espace monumental situé au cœur du palais, et sur lequel donnaient les appartements de l'empereur, est aujourd'hui un point de repère pour les promeneurs égarés ou une salle de concert improvisée. Le palais possédait plusieurs temples dédiés aux dieux du panthéon romain. Si le temple de Jupiter avec sa voûte en berceau est parvenu jusqu'à nous, c'est simplement parce qu'il a été transformé en église. Le début du IVe siècle après Jésus-Christ est une époque de grands changements. Dioclétien est probablement le dernier empereur à persécuter les chrétiens. Après avoir abdiqué en 305, il meurt dans son palais en 313, soit une année seulement après la conversion au christianisme de son successeur, l'empereur Constantin. À la mort de Dioclétien, les chrétiens pénètrent dans le palais pour se venger. Le temple de Jupiter devient l'église Saint-Jean-Baptiste. Ils y célèbrent les baptêmes qui jusqu'alors se déroulaient à l'extérieur du palais. Ils transforment son mausolée en église qu'ils consacrent à Saint Domius, que Dioclétien avait condamné à mort en 304.
À la chute de l'Empire romain, la Croatie entre dans une longue période de troubles. Devant les hordes barbares qui déferlent sur le pays, le palais de Dioclétien se transforme en ville fortifiée, où viennent se réfugier les habitants en fuite. Les chrétiens transforment la résidence impériale en petits appartements et s'y installent. Sous l'influence des Vénitiens, qui contrôlent Split pendant 4 siècles, la ville se tourne alors vers le commerce. Suivant un principe en vogue à l'époque, les boutiques sont au rez-de-chaussée et l'habitation au premier étage. Peu à peu, l'ancien palais est occupé, transformé. On construit en hauteur. C'est à cette époque que la vieille ville prend le visage que l'on découvre aujourd'hui. Une fois encore, nous reprenons notre navigation. Korčula, notre prochaine escale, est l'une des plus belles îles du sud de la Croatie. Nous naviguons au milieu d'une multitude d'îles et d'îlots recouverts de forêts de conifères et de maquis épais. Un mélange harmonieux de bleu profond et de vert intense. Nous arrivons enfin devant un petit bijou de pierre et de tuiles rouges posé à la surface de la mer, Korčula. Occupant une position stratégique sur la route maritime de l'Adriatique, Korčula fut pendant des siècles la rivale de Dubrovnik, sa puissante voisine. Korčula est aujourd'hui une destination touristique à la mode. Bien que reliée au continent par les ferries, elle préserve une certaine tranquillité, tout comme elle reste attachée à certaines traditions. Les marins de Korčula seraient ainsi parmi les plus réputés de toute la Méditerranée, comme nous l'explique le commandant Ratko Marinović. Par exemple, mon grand-père, il est fait sur le bateau russe. Mon père, il a navigué à l'époque sur le bateau anglais, américain, yougoslave. Moi aussi, je suis navigué sur le bateau allemand, compagnie française, Interest français, beaucoup de compagnies. Pour survivre au cours des siècles, notre famille, comme toutes les familles de marins de Korčula, a dû servir le drapeau d'autres grandes puissances. Soit nous étions des citoyens de Venise, soit nous passions sous la tutelle de la République de Dubrovnik, comme la cité voisine de Rebić. Nous n'avions pas d'autre solution pour continuer à vivre de la mer. Nous devions payer un impôt journalier à Venise ou au sultan d'Istanbul. C'était le seul moyen de survivre ici.
La mer signifie tout pour ma famille. Nous sommes liés à la mer depuis plus de 500 ans. Le premier marin de la famille Marinovitch remonte à 1420. Nous sommes des marins, des armateurs depuis des générations. Notre vie est entièrement tournée vers la mer. C'est elle qui nous fait vivre. Non contents d'être de bons marins, les habitants de Korčula sont aussi d'excellents charpentiers de marine. La rivalité opposant Korčula à Dubrovnik pour le contrôle des routes commerciales de l'Adriatique se déplace bientôt sur le terrain de l'architecture. S'appuyant sur la taille de la pierre, l'autre richesse de l'île, Korčula, qui ambitionne de dépasser Dubrovnik, connaît durant le XVe siècle une véritable frénésie de construction. Le résultat, c'est la ville gothique teintée par endroits de Renaissance que l'on découvre aujourd'hui. Au cœur de la vieille ville, il est un édifice auquel les habitants de Korčula vouent un culte sans faille. Il ne s'agit pas d'une église ou d'un sanctuaire, pas même d'une chapelle. Non, rien qu'une simple maison, où vécut un dénommé Marco Polo. Légende? Simple hypothèse? Pas du tout. Un fait historique incontestable pour l'historien que nous avons rencontré. Son nom, Vladimir de Polo. Korčula au temps de Marco Polo, c'est-à-dire au XIIe siècle, se trouve sur une route maritime très importante qui relie Venise au Moyen-Orient et à la Terre Sainte. Chaque semaine, à l'époque des croisades, des bateaux qui viennent de Venise et qui se rendent en Terre Sainte accostent à Korčula. En ce temps-là, les bateaux naviguaient uniquement la journée le long du littoral de la Croatie. Cette route maritime qui longeait le littoral, et qui est aujourd'hui celui de la Croatie, offrait un grand nombre de ports et d'îles propices au mouillage. Korčula était certes une escale sur la route de l'Orient. De même, on a bien retrouvé la trace de famille Polo ayant vécu à Korčula au XIIIe siècle. Mais comment être certain que Marco Polo est bien né ici? Pas facile de suivre la trace d'un tel voyageur. Objektivno, Marco Polo je svoje najbolje godine života. Marco Polo a passé une grande partie de sa vie en voyage. Il est parti pour la Chine à l'âge de 17 ans et il n'est revenu à Venise qu'au terme d'un séjour de 14 années. Quand il est revenu à Venise, c'était donc un homme d'un certain âge. En 1298, alors qu'il revient de Chine, on le retrouve à Korčula, engagé dans une terrible bataille opposant la République de Venise à la République de Gênes. Ce qui relie d'une certaine façon Korčula à Marco Polo, c'est qu'il a défendu sa ville natale de Korčula dans cette bataille navale à l'issue de laquelle il est fait prisonnier. C'est dans sa prison à Gênes qu'il rédige son célèbre livre de voyage Il Milione, c'est-à-dire le livre des merveilles. Sans cette captivité, peut-être que Marco Polo ne l'aurait jamais écrit, et nous n'aurions jamais rien su de son voyage en Chine, de ses aventures et de ses découvertes.
Charpentier de marine, tailleur de pierre, marin, à toutes ces traditions, il convient d'en ajouter une dernière, la moresca. Dérivée de l'espagnol morisco, c'est-à-dire les morts d'Afrique du Nord, la moresca est un jeu chevaleresque qui opposait à l'origine chrétiens et musulmans. Cette tradition serait arrivée à Korčula en 1571, lors du siège de la ville par les Turcs. L'enjeu du combat que se livrent les deux armées, les rouges et les noirs, c'est la libération de Bouddha, la belle captive. Passant la frontière méridionale de la Croatie, nous pénétrons au Monténégro. L'histoire de ce petit pays, né comme la Croatie de l'éclatement de la fédération yougoslave, ressemble à celle de toute la région. Les petites villes fortifiées de Budva et Sveti Stefan expriment dans la silhouette élancée de leur campanile 5 siècles de présence vénitienne. Les Bouches de Kotor, qui s'ouvrent sur la mer Adriatique, constituent un fjord impressionnant qui pénètre de plusieurs dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres. Connues dès l'époque romaine pour leur valeur stratégique, les Bouches de Kotor sont durant le Moyen-Âge l'objet de toutes les convoitises. Sarrasins, Bulgares, Hongrois s'en emparent à tour de rôle. C'est finalement Venise qui en prend le contrôle. À Kotor, comme tout le long de l'Adriatique, les Vénitiens devront, pour conserver leur suprématie commerciale, s'entendre avec les Ottomans qui occupent tout l'arrière-pays. Machiavélisme, réalisme politique, force est de constater qu'en dépit des crises et des conflits passagers, Turcs et Vénitiens sont parvenus à cohabiter durant tout le XVIe et le XVIIe siècle.
Laissant derrière nous ces merveilleuses îles monastères flotter comme des nénuphars de pierre à la surface de l'eau, nous quittons les Bouches de Kotor en direction de la dernière escale de notre voyage, Dubrovnik. Dubrovnik, l'ancienne Raguse, est sans aucun doute la ville la plus célèbre de Croatie. Des millions de touristes se pressent chaque été au pied de ses remparts. À l'image de Venise, sa rivale d'autrefois, Dubrovnik est devenue une sorte de ville-musée que l'on visite en flânant dans les rues. Pour l'heure, Dubrovnik se réveille. Les personnes qui pénètrent à l'intérieur de la vieille ville sont des employés, des guides ou des commerçants. Ont-ils le temps d'admirer la beauté de leur ville encore déserte, ou pensent-ils déjà aux dizaines de milliers de visiteurs qu'ils vont devoir accueillir ? Née au 7e siècle, la petite cité grandit sous la protection de Byzance, puis de Venise. Voulant échapper au contrôle de plus en plus pressant de la Sérénissime, les nobles de Raguse, fins négociateurs, signent de nombreux accords avec les cités rivales de Venise, Ancône, Pise ou Ravenne. Elle agit de même avec les Ottomans au début du XVe siècle. Dès lors, sa flotte peut naviguer et commercer en toute tranquillité au travers de la Méditerranée, de l'Espagne à la Syrie. C'est l'âge d'or de Dubrovnik. En 1667, la ville est presque totalement détruite par un terrible tremblement de terre. Rapidement reconstruite, elle reprend son activité commerçante. Même si ces bateaux naviguent désormais de l'Inde au Nouveau Monde, les temps ont changé. Venise et les Ottomans dictent à nouveau leurs lois. Dubrovnik n'est jamais redevenue la puissante cité qu'elle était avant le séisme, mais elle est restée l'une des plus belles villes du monde. Les rues, les palais, les églises sont les témoins les plus visibles de l'incroyable destinée de Dubrovnik. Soigneusement conservés aux archives de la ville, il en existe d'autres, plus discrets, qui racontent en détail la nature des relations que la ville avait réussi à nouer avec le reste du monde. Dubrovnik s'est développé depuis l'Antiquité. Au fil des siècles, elle a tissé des liens avec de nombreux pays. Plusieurs documents témoignent de ces liens avec, par exemple, l'Espagne et la Maison d'Aragon, avec Byzance, car à partir de 1204, Dubrovnik a accepté d'être sous la tutelle de l'Empire byzantin.
Plus tard, en 1434, Dubrovnik passe un accord commercial avec les infidèles musulmans. Grâce à cet accord, Dubrovnik évite non seulement d'être envahi, mais de surcroît s'enrichit en commerçant avec l'Empire ottoman. À partir du XVe siècle, Dubrovnik est donc un État dépendant du sultan de Constantinople. C'est pour cette raison que nous disposons de près de 25 000 documents turcs dans les archives de la ville, parmi lesquels ce firman de l'empereur Süleyman qui atteste du tribut que Dubrovnik devait payer à l'Empire ottoman. Une fois passés les accords entre les nobles de Raguse et l'empereur ottoman, quels étaient au quotidien les rapports entre les deux partenaires? Les sujets du sultan qui venaient de l'intérieur du pays, d'Herzégovine ou de Bosnie, parlaient notre langue. Ils circulaient librement dans la ville. Ils pouvaient même y loger, une auberge leur était destinée. Et ils étaient complètement libres et parfaitement intégrés à la vie quotidienne de Dubrovnik. En ce qui concerne la présence officielle de l'Empire ottoman dans la République, elle reposait sur deux douaniers, l'un se trouvant à l'extérieur de l'enceinte de la ville, l'autre dans la ville de Ston, située près de Mare-Salan. Le douanier de la ville était un peu comme un ambassadeur du sultan. Il s'occupait des intérêts et des droits des sujets de l'Empire ottoman à Dubrovnik. Dubrovnik paie tribut aux Ottomans, qu'importe. Elle s'enrichit en commerçant librement avec le reste du monde, à commencer par l'Orient. Durant le XVe et une partie du XVIe siècle, une période connue comme l'âge d'or de Dubrovnik, plus de 500 bateaux portaient les couleurs de la ville sur tous les océans du monde. À Dubrovnik, les marchandises qui arrivaient en provenance d'Orient, c'était principalement toutes sortes de peaux, du cuir, du coton, de la laine, parfois des tapis, des vêtements orientaux. Il faut savoir que les habitants de Dubrovnik aimaient beaucoup les vêtements orientaux. Le palais du recteur et la salle du conseil étaient décorés de tapis et de nappes venant d'Istanbul. En ce qui concerne les produits transitant de l'Occident vers l'Orient, il s'agit essentiellement de tissus, de brocarts, de soie fine, mais aussi d'objets ou des produits plus techniques, dont manquait l'Empire ottoman, comme les lunettes, les longues vues, et ce qui concerne la médecine, et notamment les médicaments. Installée dans le secret et le calme du couvent des franciscains, cette pharmacie fondée en 1317, l'une des plus anciennes d'Europe, traduit le niveau de connaissance et de développement de la société d'alors. Mais face aux Vénitiens, aux Ottomans et autres souverains de Hongrie ou d'Europe centrale, la connaissance de la médecine et de la pharmacie sont de peu d'utilité. Pour se protéger, Dubrovnik n'a que deux atouts, son savoir-faire diplomatique et ses fortifications. La cité s'agrandissant de plus en plus, il fallut donc la protéger. Pendant la période gothique, on a construit une grande partie de l'enceinte fortifiée de la cité avec des grandes tours quadrangulaires. Elles étaient adaptées aux armes de l'époque, c'est-à-dire les arcs et les flèches, ou les boulets de pierre que l'on jetait depuis les murailles sur les ennemis. Commencés au XIIIe siècle, les remparts de la ville se transforment au fil du temps.
c'est ce qui fait leur charme. Aux tours carrées de l'époque gothique viennent s'ajouter à partir de 1453, année de la chute de Constantinople, des bastions semi-circulaires, notamment à l'entrée du port. Le développement des armes à feu a entraîné le renforcement de la partie extérieure des fortifications avec l'aménagement de bastions en demi-cercle, notamment du côté nord de la ville. Selon les endroits, les murs d'enceinte de Dubrovnik présentent ainsi différentes épaisseurs, de 3 à 6 mètres au nord, de 2 à 4 mètres au sud. Les remparts constituent sans aucun doute le patrimoine le plus précieux de Dubrovnik. Pas seulement à cause de leur valeur historique ou architecturale, mais parce qu'ils sont devenus pour les touristes du monde entier le symbole de la ville. Les belles maisons de pierre qui bordent le Stradum, l'artère centrale de la ville, ne sont plus ces échoppes où les voyageurs venus de Constantinople, de Vienne ou de Venise venaient acheter de l'or, de la soie, des brocarts ou des tapis d'Orient. Même si les temps ont changé, en se promenant dans les quartiers populaires adossés aux remparts, on entend parfois comme portés par les vents de l'Adriatique les voix mêlées de l'Orient et de l'Occident. Počiva naše